L'année 2021 aura été un excellent millésime pour la littérature africaine. Prix Nobel, prix Neustadt International, Booker Prize et prix Goncourt ont récompensé des auteurs confirmés. Timba Bema, auteur vivant en Suisse, a obtenu en 2018 le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Sauver la ville est le titre de son dernier roman. Timba Bema, bonjour et meilleurs vœux. Oui, bonjour, meilleurs vœux à vous et à vos téléspectateurs. Avant de vous entendre sur votre dernier livre, qu'avez-vous pensé des nombreux prix qui ont salué la vitalité de la littérature africaine en 2021? Bon, il faut avouer en fait que j'avais déjà commencé à réfléchir à cette question et puis j'avais notamment commis une tribune donc vers le mois de juin à peu près. Donc un article en fait qui a beaucoup circulé, hein, qui a beaucoup fait parler de lui et puis qui a même été repris au moment où justement ces prix ont été décernés parce que on se posait la question mais qui est en fait cet écrivain-là qui pensait déjà à tout ça. Donc je pense que déjà c'est une très bonne chose et que la littérature mondiale est très en retard en fait par rapport à la littérature africaine. C'est-à-dire que nous sommes très créatifs, nous sommes très bons, très forts. Nous avons une maîtrise, on va dire, de la narration, nous avons une maîtrise des temps. On a aussi ce que je peux appeler un regard sur l'histoire, un regard sur l'humain qui nécessite simplement que les autres viennent puiser auprès de nous. Hein. Ça me fait par exemple penser à cette question par exemple, de l'écologie, où par exemple il y a plusieurs, on va dire, organisations qui veulent venir nous apprendre par exemple ce que c'est que l'écologie en Afrique, alors que nous avons su préserver et magnifier, hein, organiser des environnements relativement complexes, comme par exemple la forêt équatoriale. Donc c'est une bonne chose, mais ça ne devrait être qu'un début, parce que je pense que les vannes sont apparemment, enfin, apparemment à présent ouvertes, et puis l'Afrique, voilà, le temps de l'Afrique est arrivé, et puis nous allons inonder le monde de notre génie, de notre savoir, de notre talent. Jusqu'ici, vous étiez plus porté sur des nouvelles et des poèmes. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à écrire sur les tourments de la ville au point qu'il faille la sauver? Oui, bon, on va dire en fait que la ville, en fait, c'est vraiment l'espace de vie. Hein. La ville, c'est en fait l'espace conçu par les êtres humains pour arriver à leur accomplissement. C'est-à-dire, vous savez pertinemment que la ville, par exemple, les marchandises arrivent dans la ville, les êtres humains arrivent dans la ville. La ville, c'est un endroit de réalisation. Par exemple, quand je prends la ville dans laquelle je suis né, Douala, c'est un espace où près de la moitié, sinon hein, plus de la moitié des personnes qui s'y trouvent ne sont pas originaires, donc sont venues à Douala pour se réaliser. Et donc, il était véritablement question, en fait, déjà pour moi, d'interroger, en fait, cela. Donc, la ville comme vraiment cet espace de projection, parce que à l'heure actuelle, par exemple, hein, ce qui se passe au Cameroun, donc mon pays d'origine, et puis d'autres pays africains, il se trouve que 50% des citoyens vivent en ville. Donc ça, c'est déjà très important. Donc la ruralité est en train de reculer visiblement. Et avec le doublement de la population donc à l'horizon 2050, forcément, la majorité des Africains, hein, donc ceux qui justement vont faire exploser, vont montrer au monde leur talent dans quelques 30 années, ben, ils vivront en ville. Donc je pense que c'est très important dès à présent, en fait, de manière poétique, de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que la ville en tant que lieu de devenir, en tant que finalement lieu dans lequel on est et puis lieu de projection, lieu où on peut s'accomplir. Voilà. Mais est-ce que ces villes africaines ont été pensées pour cette population qui, comme vous le rappeliez, à l'horizon 2050 sera de 2 milliards d'habitants sur le continent? Justement, c'est que la ville n'est pas suffisamment pensée, d'où le rôle du poète. Par exemple, là, je regarde juste une chose, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a eu des étapes comme ça cruciales, on va dire, hein, dans la vie, on va dire, intellectuelle ou même simplement dans la vie de l'Afrique. C'est-à-dire que les années, par exemple, 50, 60 ont été des années cruciales et on a vu, par exemple, des poètes surgir, hein, donc des poètes comme Senghor, des poètes comme Césaire, par exemple, surgir pour en fait donner finalement une pensée et une profondeur à cet espace-là. Donc Senghor, il a fait ce travail, Césaire, il a fait ce travail. Et donc je pense en fait que dans cette période-ci qui est en train de s'ouvrir, en tout cas, c'est ce rôle que j'aimerais aussi jouer, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce rôle d'apporter le regard poétique. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la poésie en fait? C'est vraiment d'aller au plus profond de l'imagination et de l'intelligence. Donc c'est ce moment en fait, ou alors disons, c'est ce lieu où l'intelligence rencontre l'imagination et où on peut penser, mûrir, créer, recréer l'avenir. Et c'est véritablement cela que je voulais faire au niveau de, on va dire, cette imagination de la ville, produire une nouvelle imagination de la ville, produire finalement une nouvelle imagination de ce qu'on peut être, de comment on peut être, de comment on peut s'accomplir dans cet espace-là qui jusqu'à présent n'est pas pensé. Alors, la ville imaginaire pour vous, Timbabema, quelle est-elle?
Bon, ben, la ville imaginaire, en fait, c'est déjà une ville, en fait, pour moi, qui protège. C'est aussi une ville, en fait, qui permet finalement de se réaliser et si je reviens par exemple sur la protection, c'est-à-dire qu'il y a une chose en fait qui m'a beaucoup frappé, c'est en fait que la ville est encore empreinte, par exemple, de ce que je peux appeler la colonialité. C'est-à-dire que la ville est encore perçue comme un espace, par exemple, de pillage, hein. C'est-à-dire qu'on vient en ville pour piller. Et donc ça a des conséquences quand même dramatiques. Quand je prends par exemple Douala, Bali, où je suis né, il y a comme cela dans l'inconscient en fait des individus cette idée comme quoi ceux qui viennent piller. Donc il y a véritablement en fait dans ce côté hein, de la ville coloniale qu'il faut véritablement transformer en quelque chose d'autre. Et donc forcément, ce côté de la ville coloniale produit en fait des réactions, on va dire, très très violentes, comme par exemple le lynchage, et qui en fait est véritablement la question au cœur hein, de cette odyssée que j'ai vraiment voulu interroger. C'est-à-dire que quelle est en fait finalement cette ville qui est prête, disposée à lyncher, à détruire finalement hein, les corps au lieu de les protéger de ceux qui la font finalement. Donc il y a véritablement ce côté-là, mais il y a aussi le côté, on va dire, d'une ville en fait qui ne doit pas être coupée de son passé. Hein, notamment à travers, hein, parce que donc cette ville de Douala, voilà, qui m'est absolument chère, il y a en fait comme cela un personnage hein, qui est le pélican qui apparaît donc, dans l'Odyssée, et puis ben, ce pélican en fait c'est le rattachement avec donc la culture Douala dont je suis originaire. Et donc c'est très important en fait pour moi que la ville garde une profondeur, elle garde un passé. Il est absolument exclu qu'une ville puisse se projeter dans l'avenir sans véritablement avoir su conserver et même transformer finalement ce qui font ces légendes les plus anciennes et qui expliquent finalement les individus qui y vivent ou même qui expliquent simplement l'espace. C'est presque une ville avec une dimension un peu mystique. Votre description de Douala, la capitale économique du Cameroun, est impitoyable, hein. Une ville que vous comparez à Sodome et Gomorre. Pourquoi c'est une ville maudite à vos yeux? Non, elle n'est pas maudite. Elle n'est pas du tout maudite. C'est justement cette question de la colonialité. C'est-à-dire en fait que Douala, en fait, c'est une ville qui a été créée, on va dire, pour les besoins de la colonisation. Ça a été la première capitale, notamment de l'empire, hein, donc de la colonie allemande. Donc, créé pour la colonisation, créé pour le pillage, créé pour l'exploitation. Et donc, forcément, en fait, il y a des réflexes comme ça, en fait, il y a des habitudes qui s'installent et qu'il faut décortiquer en tant que poète notamment, et qu'il faut déconstruire et puis dépasser. Et donc, on va dire en fait donc, que dans le temps dans lequel la ville se situe aujourd'hui, oui, en effet, c'est un temps qui n'est pas du tout favorable, on va dire, à ce qu'elle le devienne, on va dire, l'espace de protection, qu'elle devienne l'espace qui va, on va dire, sublimer l'existence des individus et puis ainsi de suite. Mais ce que moi, je voulais véritablement remarquer, en tout cas ce que je voulais noter et puis ce que je voulais marteler, c'est qu'il est possible. Il est possible véritablement de dépasser cela et ça passe à travers deux choses. C'est-à-dire ça passe en fait à travers notamment le rapport que nous avons avec la marchandise. Hein. C'est-à-dire que on ne peut pas tout marchandiser dans la ville. C'est-à-dire ça, c'est impossible. Notamment, donc, ça veut en fait dire qu'il ben, y a un frein, par exemple, qu'il faut mettre au niveau du capitalisme. Donc, il faut arrêter et remettre quelque part ben, du mystère, remettre quelque part du sacré. Donc, il y a certaines choses, en fait, qu'on devrait sortir du marché et qui doivent être relativement protégées. Et je pense donc que c'est dans cette articulation-là. C'est-à-dire que finalement, pour avoir suffisamment de biens, pour avoir suffisamment, on va dire, de marchandises, pour que tout le monde soit heureux, il faut exclure, mais alors c'est central, un certain nombre de choses du marché et c'est véritablement à partir de là que la ville pourra accomplir ses promesses. Donc, je ne veux pas du tout la voir sous un angle pessimiste, mais je veux la saisir véritablement comme une balle qui est en train de traverser l'espace et puis qui sort progressivement de l'ombre pour aller vers une lumière rayonnante. Et quel rapport avec Oumniobé, le célèbre indépendantiste camerounais, dans cette odyssée? Oui, parce que Oumyobé, quand même, ça fait partie de ceux qui ont essayé de penser la ville, justement. Hein. C'est-à-dire que Oumyobé, malgré tout, il fait partie de ceux qui ont pensé la ville, il fait partie de ceux qui ont véritablement voulu que, on va dire, la ville soit quelque chose de souverain, que la ville soit quelque chose de fort, de puissante, et surtout que la ville, en fait, soit conçue, on va dire, en tenant compte principalement des intérêts et puis finalement des corps, hein, des vies de ceux qui sont dans la ville. Voilà. Parce qu'il ne vous aurait quand même pas échappé qu'une ville, par exemple, comme Douala, ben oui, c'est une porte d'entrée, mais c'est aussi une porte de sortie, et qu'en fait, c'est une ville qui donne plus qu'elle ne reçoit, donc ce qui est quand même relativement problématique, parce qu'en tant que port, on s'attend quand même à ce que
elle ne soit pas simplement en fait ce lieu par lequel transitent finalement les forces vives ou alors on va dire la richesse hein, produite par le territoire. Et donc le rapport ici avec Unyobé était très important, notamment à travers cet aspect-là. Et puis bon, moi il y a une chose quand même qui m'a beaucoup intéressé chez lui, hein, c'est-à-dire qu'au-delà justement aussi de l'aspect de la on va dire, de l'homme politique, c'est aussi ses carnets de rêves. Hein. C'est-à-dire que la première fois que j'ai entendu parler des carnets de rêves de Biobel, c'est-à-dire que je n'ai eu qu'en tête cette idée-là. Donc, par exemple, pendant 15 ans, en fait, j'ai cherché ces carnets de rêves sans me rendre compte, en fait, qu'ils étaient déjà inclus dans un livre d'Achille Mbembe. Et donc, forcément, ben, je me suis précipité. Et puis, ben, quand j'ai découvert ça, voilà. Donc, oui, il notait, en fait, ses rêves en plein maquis. Et donc, voilà, pour moi, il était juste inconcevable. Donc, justement, hein, pour quelqu'un qui rêve la ville, et puis moi, en tant que poète, il était juste inconcevable. Donc, étant dans ce travail-là de rêver la ville, que je ne puisse pas mettre les rêves d'Oumyobé dans Sauver la ville. Voilà. Donc, ils y font partie. Et puis, je suis très content de ce geste. En tout cas, ils sont très bien remarqués. Pour avoir connu d'autres villes, Paris, Nantes et puis désormais Lausanne, où vous vivez depuis quelques années, que vous ont apporté ces différentes villes? Oui, on va dire en fait, bon, peut-être si je prends par la dernière ville, bon, voilà, c'est vraiment la ville bruyante. Hein. Je pense que vous avez remarqué le tintamarre et tout. Hein. C'est vraiment une ville où même la nuit, en fait, ça bouge et puis on est sollicité à tous les coups. Et je pense que par exemple, si je prends le cas de Nantes, par exemple, Nantes, c'est une ville où il pleuvait beaucoup. Et donc, quelque part, en fait, et puis aussi un peu au fond de l'estuaire. Donc, ça me rappelait un peu Douala. Et je trouve que c'était une bonne transition, en fait, pour moi, voilà. Donc, de quitter, en fait, ben, une ville au bord de l'eau et puis retrouver une autre ville aussi pas si loin que ça. Il y a aussi un passé, hein, forcément, de Nantes, un passé esclavagiste. Donc, cela veut dire forcément que si Bimbia était l'un des grands hubs de la traite, ben forcément qu'il y a des Camerounais qui sont passés par Nantes et puis ainsi de suite. Donc, c'était une bonne transition, en tout cas, je pense, une bonne, donc un bon accès. Et puis, il y a aussi cet attrait de la montagne. Hein, c'est-à-dire qu'en même temps, par exemple, que j'étais à Douala, ben, j'avais vraiment un grand attrait de la montagne. Et je pense qu'à Lausanne, c'est ce que je retrouve. C'est-à-dire c'est l'attrait de la montagne, c'est le calme, c'est la nature, c'est le paysage. C'est cette possibilité, finalement, de se reconnecter avec un environnement, avec quelque chose, on va dire, qui me dépasse. Parce que j'aime bien l'idée de la montagne. J'aime beaucoup l'idée. En tout cas, j'aime bien la montagne des gens en tant que telle. Donc, pour l'explorer pour me balader. Et puis aussi, j'aime aussi l'idée de la montagne, c'est-à-dire que qui est vraiment celle de se mettre un peu en élévation au-dessus, et notamment cette habitude que j'avais enfant, comme ça, d'aller sur le toit de la maison, peut-être qui est ce goût-là, voilà, de me mettre un peu en altitude, que j'aime beaucoup aussi et que je retrouve à Lausanne. Timba Bemba, merci. Je vous remercie.